Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros Motion Design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Maïté Franqui, illustratrice freelance. On parle entre autres de son process de création lorsqu'elle travaille avec un motion designer et du fort impact des réseaux sociaux sur la prospection de clients. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute! Salut Maïté, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Écoute bien, super. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est super gentil. Merci de m'avoir invité, merci beaucoup. C'est normal. Quand on a des talents comme ça fait super plaisir de les accueillir en podcast. Merci encore alors, c'est très gentil. Donc toi, tu es illustratrice freelance? Exactement, depuis 5 ans en freelance, Ouais. Donc à 100%, et à Lyon aussi, parce qu'à la base je viens de Paris. Ok. Et donc je travaille vraiment là à 100% l'illustration, plus du tout de graphisme, et je suis dans un super coworking que j'adore, dans le centre de Lyon, dans un chouette quartier. Ok, cool. Et du coup, comment t'en es arrivée à devenir illustratrice? C'est quoi ton parcours un peu dans les études et professionnellement parlant? Alors à la base, j'étais pas du tout prête à être illustratrice, c'était un peu mon dream job et je pensais que j'allais jamais pouvoir le faire, donc je suis ravie. Et donc j'ai fait des études de graphisme, donc j'ai fait après mon bac éco, j'ai adoré moi faire éco, bizarrement. Ouais. J'ai fait une prépa aux ateliers de Sèvres. Alors c'est bien, ça m'a mis un peu le pied dans l'univers entre guillemets de l'art que je connaissais absolument pas. Et j'ai vraiment vu ce que j'aimais ou ce que je voulais pas du tout faire. Donc ça m'a beaucoup appris, surtout ce que je voulais pas faire en fait. Je pense que j'avais un peu idéalisé ce monde de l'art et puis en fait je pense que ce n'est pas fait pour moi. Et après ça, j'ai fait une prépa, c'est l'EPSA à Ivry, très proche de Paris. Donc ça a duré 1 an de prépa en art graphique, puis 3 années d'école en art graphique où j'ai mon diplôme. Donc c'était j'ai bien aimé mes études, on a quand même beaucoup travaillé et surtout je trouve qu'on nous a beaucoup laissé apprendre par nous-mêmes, en fait, ce qui était très bénéfique pour à la sortie de l'école. En fait, je trouve que la plupart on se sent pas trop perdu en fait de devoir chercher à apprendre nous-mêmes, de trouver des solutions. Ok. Voilà, et donc à la sortie de cette école, j'ai cherché un travail comme tout le monde, j'ai pas trouvé tout de suite. Donc je suis partie à Dublin avec une copine pour apprendre l'anglais et en même temps chercher du travail. On s'est dit on va essayer de faire une pierre deux coups. On a pris les billets les moins chers, je crois que c'était 20 € à l'époque. Et voilà, ouais. on est parti avec notre valise, notre petit sac à l'épaule. Et c'est une chouette expérience, on a bien galéré. On a appris l'anglais, ce qui était quand même bien. Et j'ai commencé à faire un petit peu de freelance là-bas. Et en revenant au bout de 3 mois, j'avais vraiment plus un rond, donc là il fallait absolument que je trouve un travail, donc on est rentré à Paris et j'ai fait la connaissance d'une freelance illustratrice qui s'est incrustée à un de mes entretiens d'embauche et c'est elle qui m'a donné mon premier travail vraiment pro en freelance. Ok. Donc c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Et ensuite j'ai eu d'autres clients qui m'ont demandé... le premier toute seule en solo, c'était un jeu vidéo pour la Villette. Et j'avoue que j'y suis un peu allée au culot, mais finalement je regrette pas. On m'a dit est-ce que ça te dit de faire plein d'illustrations avec un jeu? Je me suis dit oh là 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 là, et j'ai dit oui. Et dans ma tête c'était la grosse panique, mais au final ça s'est très bien passé, donc j'ai pas mal travaillé avec eux. Et ensuite j'ai fait un contrat en freelance dans une agence de concept food. C'était intéressant, mais une expérience assez étrange. J'ai jamais trop compris ce qu'on y faisait, mais s'il y avait un fond intéressant, mais j'étais pas vraiment à ma place, mais j'ai quand même pas mal appris, donc c'était chouette. Et ensuite, j'ai été dans une agence qui était un peu comme Groupon à l'époque. Ok. Et là, j'étais vraiment web designer. D'accord. Voilà, j'avais déjà fait un petit peu d'illu, mais quand j'étais en agence, j'ai toujours été soit graphiste, soit DA, soit web designer. D'accord. Et après, je crois que je suis restée peut-être 3-4 mois, c'était pas très long.
Au final, j'ai été embauchée chez Vente Privée en tant que DA. Et là, j'y suis restée presque 5 ans. Ah oui. Ouais, j'ai vraiment adoré. C'était assez fou, en fait, comme travail. C'était très intense. Et on était énormément de graphistes et de motion designers au même endroit, dans un même open space. Je pense qu'on était à 120, je crois, au pic. Oula, ah oui, d'accord. Ouais, 120 c'est assez créatifs. énorme. Ouais. Ok. Mais c'était vraiment génial. En fait, il y avait une ambiance extraordinaire parce que tous les 3 jours, on changeait de projet et on montait des équipes différentes avec aussi des studios photos. Et enfin, c'était génial parce que on avait presque carte blanche sur chaque projet. Donc tous les 3 jours, devoir trouver des idées, faire ce qu'on voulait, tester. Enfin, c'était vraiment génial. Et donc oui, j'ai rencontré plein de gens géniaux, j'ai énormément appris, on faisait des petits ateliers aussi, on s'apprenait des choses. Enfin là, c'était une chance en fait d'avoir ce travail. Hein. Et à la fin, donc au bout de 5 ans, c'est vrai que je commençais un petit peu à tourner en rond. Et puis un peu d'épuisement aussi mental de devoir tout le temps changer de projet, avoir des nouvelles idées. Et avec mon copain, en fait, on avait passé 3-4 jours à Lyon l'année d'avant. Et on s'est dit, bon, bah, si on partait habiter là-bas, on ne connaissait personne. Et voilà, on est parti sur un coup de tête. Excellent. Voilà. Comme à Dublin, finalement, où c'était le coup de tête pareil, quoi. Oui, moi je marche vraiment comme ça. Hein. Si on me dit on y va ou tu serais pas capable d'y aller, je dis bah si. Et là, allez, c'est sûr que j'y vais. Voilà. Et du coup, chez Vente Privée, c'est le fait de changer tous les 3 jours de projet, c'est pas hyper intense au niveau créatif, justement, de se renouveler à chaque fois. Si. Comment tu gérais ça? Bah, c'était vraiment intense. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on faisait quand même des teams. Donc, on n'était pas tout seul. Okay. Si jamais on n'a pas d'idée. Puis bon, en fait, c'était bien parce que tous les 3 jours maintenant, dans mon travail, je suis hyper rapide en fait. On sait tout de suite ce qui va marcher, ce qui va pas du tout marcher, apprendre à cerner très vite un client, un sujet, rendre quelque chose. Par exemple, il y avait des piles, par exemple, il fallait faire plein de photomontages. Donc en fait, d'avoir exploré tout ça tous les 3 jours très intensivement, après le reste, ça paraît plutôt cool. Ah oui. Donc c'était très épuisant. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, je savais plus quoi faire, j'avais plus vraiment d'idées. Puis les délais se sont aussi raccourcis, hein, parce que c'est aussi une entreprise. Et parfois on avait juste une journée, donc c'est vrai que c'était c'était très intense. Mais j'ai trouvé ça quand même très très instructif au final. Ouais, ça doit être hyper formateur, c'est clair. Au niveau de, comme tu disais, trouver les idées du tac au tac et tout. Ah oui. Bon, tout n'était pas extraordinaire dans ce qu'on a fait, ça c'est sûr, mais je me dis que si en 3 jours on s'en est sorti à faire des shootings, même à l'extérieur, travailler avec des équipes, se mettre d'accord, bon bah je pense que tout est à peu près possible derrière. Tout fait moins peur en fait. Donc c'est vrai qu'après, comme j'ai été freelance, moi les délais ça me faisait moins stresser d'avoir pris cette habitude de gymnastique. C'était vraiment formateur. Et aussi de se faire confiance un peu sur la technique, d'apprendre plein de nouvelles choses. C'était vraiment bien. Et oui, vu que vous étiez hyper nombreux, il y avait cette émulsion, j'imagine, qui était hyper présente au niveau de la créativité, quoi. Oui, complètement. On avait tous des univers quand même différents. D'ailleurs, il y en a plein qui sont devenus freelance après avoir quitté du coup Vente Privée. Et c'était vraiment génial en fait parce que tout le monde rebondissait sur des idées, des différentes techniques qu'on nous apprenait un peu comme ça sur le tas. Mais c'était génial parce qu'on les mettait en pratique tout de suite. Et vraiment, personne n'était laissé de côté. En fait, il y avait vraiment ce côté, on s'apprend, on s'aide les uns les autres, on se donne des idées, on donne son avis, mais c'était très bienveillant. C'est quand même assez fou, hein, quand on est une centaine, voilà, on imagine que forcément il y a des petits conflits, mais non, enfin moi j'en garde un excellent... Ça manque un peu même, hein. C'est vrai, ouais. De temps en temps, ouais. Et comment t'as fait du coup cette transition de équipe de plus de 100 personnes à freelance toute seule entre guillemets, mais pas vraiment vu que t'es en coworking, tu me disais, mais oui. Comment t'as fait cette transition-là? C'était un peu dur, je me suis rendu compte en fait que ça me manquait quand je suis partie, évidemment. Et en me retrouvant toute seule dans une ville où je connaissais personne, je me suis dit quand même c'est un peu violent. Ouais. C'est pour ça que quand je suis arrivée à Lyon où oui on connaissait personne, j'ai trouvé un coworking tout de suite.
Ok. Et là, je me sentais quand même bien mieux. Au début, c'était un petit coworking, on était 4 ou 5. Et finalement, j'ai changé au bout de, je crois, 6 mois. Et là, je suis toujours dans le coworking que j'ai eu juste après mon premier. Et on est entre 15 et 20. Ok. Et tout le monde fait des choses complètement différentes. Il y a des réals, des codeurs, des motion designers, une équipe qui fait de la 3D. Enfin, donc ça me rappelle aussi cette ambiance. Tout le monde est très bienveillant. Il y a plein de gens hyper talentueux. Enfin, j'adore. Cool. Et avec ce confinement-là, vous arriviez à continuer à vous voir ou c'était comment ça s'est passé là ces derniers mois? Bah là, c'est un peu compliqué. Donc on essaye de prendre un peu nos précautions et de faire attention, voilà, tous les gels à l'entrée, etc. On essaye de pas inviter des gens de l'extérieur. Après, c'est un peu dur de travailler tout le temps à la maison. C'est un petit roulement aussi qui s'installe pour pas, voilà, laisser travailler les gens qui ont besoin aussi d'être sur place avec beaucoup de tours qui doivent être disponibles. Mais pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien. On a trouvé notre rythme, j'ai l'impression. Ok, bon, tant mieux. Et tu me disais qu'il y avait, je reviens un petit peu sur vente privée parce que je trouve ça assez intéressant le fait que tu disais qu'il y avait carte blanche pratiquement tout le temps. Pour toi, du coup, la carte blanche, c'est pas une contrainte, quoi. C'est de la liberté. Oui, plutôt. Après, c'est pas une carte blanche, enfin, c'était quand même une carte blanche maîtrisée. Ok. Ce qui est quand même les meilleures cartes blanches, parce qu'on a quand même les contraintes de format, les contraintes du client. On a quand même une personne qui valide, qui nous suggère, enfin nous dit bon ça, oui, ça, non. Mais généralement c'était oui tout de suite parce que bon, on avait aussi l'habitude voilà des formats des clients. Et oui, bah c'était une vraie chance. Mais la carte blanche, non, ça m'effraie pas tellement. Sauf quand on me dit vraiment ta carte blanche, parce qu'on sait très bien que derrière il y a des, des choses cachées et on les apprend quand on s'est déjà enflammé complètement pour une idée. Et là, il est trop tard. Voilà, il faut faire le deuil de notre idée Ah oui. adorée. Donc c'était quand même des cartes blanches maîtrisées, quoi, parce qu'on connaissait vraiment les contraintes. Ok, Donc là, c'est un plaisir, quoi. ça marche. Et comment tu l'as trouvé alors ton coworking? Juste sur Internet, simplement ou... Je crois sur le Bon Coin. Ah ouais? Oui, Ok. je crois, oui. Oui, je crois que c'était sur le Bon Coin, une annonce avec quelques photos, et je suis passée voir et je l'ai pris tout de suite ma place. Ok, Voilà. d'accord. Ah, c'est marrant. Et ça vous arrive du coup de partager des projets un petit peu, ou de vous donner des clients qui ont une demande très précise dans un domaine très précis? Oui, alors là, c'est vraiment le point hyper positif du coworking, enfin du mien en tout cas, c'est qu'on travaille souvent ensemble et que on fait souvent des équipes en fait par rapport au projet qu'on a. Euh, Comme il y a un peu tous les métiers créa représentés, c'est vraiment hyper pratique. Parce qu'on a aussi un magazine, on a des codeurs, enfin c'est... Là, j'ai travaillé aussi avec un des motion designers pour Adobe. Donc c'est génial parce qu'on a nos bureaux à 2 mètres d'écart. Donc c'est juste parfait pour travailler. Et C'est clair. non, mais c'est vraiment chouette. Pour Adobe alors carrément quoi. Oui, c'était trop bien. Oui, c'était pour une campagne d'été pour... je me rappelle plus exactement le pitch, mais c'était leur campagne d'été en fait pour nous pousser à être plus créatifs. Et en fait, il y avait, en plus c'était dans l'urgence, on a eu 6 jours pour tout faire. Et Ah ouais. ouais, 6 jours c'était pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de strates de validation, évidemment. Et là, moi j'ai travaillé avec Basil Krasnopolski et donc on est dans le même coworking. Mhm. Et moi je lui ai donné en fait tous mes fichiers vectoriels qui avait été validé par Adobe et lui en fait il a animé en fait chaque partie dans plusieurs formats. Mhm. Donc là c'était vraiment comme un travail d'équipe en fait parce que moi je voulais pas le contraindre à lui dire anime telle partie. En fait je pense que chacun connaît bien son travail donc moi mon rôle c'était de lui fournir le fichier le plus clean possible et ensuite le laisser faire tranquillement son travail parce qu'il dans mon souvenir il a eu une petite journée pour tout animer. Donc là, c'est pas le moment d'être dans ses pattes. Donc je l'ai laissé faire et ça s'est hyper bien passé. Ok.
Bon, j'aime bien sa manière de travailler, donc je savais que ça allait rouler tout seul, et c'était le cas, donc c'était très chouette. Ok, cool. Et au niveau de la pré-prod, comment vous avez réfléchi le spot Est-ce qu'il vous a été fourni tout écrit par Adobe ou est-ce que vous avez pu réfléchir à un storyboard ensemble? Alors là, il n'y avait pas vraiment de storyboard, parce qu'en fait, l'animation, enfin le plan était fixe. Ok. Donc c'était vraiment de l'animation plutôt simple. Mais moi, je préfère vraiment pas m'en occuper parce que je suis beaucoup trop lente et pas assez efficace. Donc là, je préfère vraiment faire appel à quelqu'un qui s'y connaît bien et qui fera un travail propre. Okay. Et là, pour Adobe, dans ce cas-là, en fait, c'est plutôt moi qui ai géré les retours, puisque comme le format était fixe, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Mais j'ai quand même demandé en amont à Basile, en fait, comment est-ce qu'il voulait son fichier, surtout. Je trouve que c'est ça l'essentiel. Par exemple, même si je dois construire un personnage qui doit être animé par la suite, moi, mon but, c'est de faciliter le travail derrière, en fait. Enfin, je vois ça vraiment comme une équipe. Donc, il y a des fois, voilà, on est embauché par une agence, c'est compliqué pour moi d'avoir en direct le motion, donc j'essaye d'avoir toute une liste de questions. Comment est-ce que tu veux le personnage, dans quel format, est-ce que tu préfères un PSD, un AI, par exemple les motifs, comment est-ce que tu veux que je les gère, est-ce que tu veux que j'aplatis tout, est-ce que le bras il faut le déconstruire en 3 morceaux, est-ce que tu veux quelque chose de plus simple, en fait, parce que sinon moi je m'en fiche et je construis mon bonhomme et tout est caché en couches, et bon, après pour lui c'est l'enfer. Ouais, ok. Donc j'essaye vraiment de voir comment le motion travaille, comment il voit aussi ses couleurs, comment je nomme aussi mes fichiers. Et moi, ça me donne aussi une directive un peu de travail pour lui fournir le fichier le plus propre possible, pour que lui aussi fasse un travail de qualité derrière. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup en amont de discussions à avoir avec la personne qui va reprendre nos fichiers. Ouais. Et puis voilà, comment gérer les couleurs. Et puis moi, je pense vraiment en image fixe. Donc de parler aussi avec le motion, la personne qui va animer, elle a vraiment une vision en 3 dimensions que moi j'ai pas du tout. Donc peut-être que il ou elle va me dire, voilà, si tu fais ça, moi je pourrais peut-être faire une transition comme ça. Elle me dit, ah oui, c'est génial. Enfin, moi jamais je lui aurais pensé en fait. Donc je trouve ça super en fait, et je vais vraiment penser l'illustration plus en mouvement. Et ça va être, voilà, il faut aussi penser que ça va être animé et pas juste fixe. Donc oui, c'est... Voilà, moi, les collaborations comme ça, j'adore ça. Et je trouve, si je reste toute seule dans mon coin, le final va pas être, je trouve, au niveau, voilà, des attentes du client ou même de nous. Donc pour moi, c'est la discussion avant tout. C'est clair, c'est clair. Du coup, c'est vraiment, comme tu disais, en amont de l'illustration finale que tu as cette discussion du coup avec le motion designer. Oui, même avant la période de croquis. Ah oui, d'accord. Même avant la période de croquis. Okay. Mais je trouve que l'idée du croquis peut ne pas du tout convenir à l'animation en fait. Donc si la personne elle a même une idée, pourquoi pas en fait. C'est pas, je pense pas. J'aime pas trop concevoir de me dire moi je fais l'illustration et toi tu te débrouilles pour animer en fait. C'est pour, je trouve que c'est mieux de le considérer comme une équipe de travail. Et je trouve le résultat il est toujours plus qualitatif quand tout le monde est content de faire son travail plutôt que d'obliger quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas très envie. Donc c'est comme toutes les illustrations, les projets avec les clients, c'est vraiment communiquer, faire des compromis et essayer que tout se passe bien et que tout le monde soit à peu près heureux de travailler. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'as déjà capté du coup des similitudes de décomposition de tes fichiers par rapport aux différents projets que tu as pu avoir avec des motion designers? C'est-à-dire par exemple, comme tu disais, les personnages, maintenant, je fais toujours les bras en 3 parties, par exemple. Alors, si je sais que personne ne va reprendre mon fichier, en vrai, non, pas du tout. Ouais. Non, parce que c'est quand même un surplus de travail de tout dessiner. Oui, c'est clair. Ouais. Donc en général, non. Mais par contre, si j'ai envie d'animer que quelques parties, ça je vais le prévoir et je vais le faire. Mais sinon, non, en général, je fais pas de fichier. Enfin, je travaille souvent en quelques dynamiques ou en items dynamiques sur Illustrator.
Ok. Mais je pense que c'est pas très utile après pour l'animation. Je crois même que ça vous casse un peu les pieds. Donc, donc voilà, non, je pense pas trop. Non, si je suis toute seule avec mon fichier et que personne va le reprendre, j'avoue que c'est un peu, c'est pas trop mal rangé, mais je le donnerai pas à quelqu'un. Ouais, ok. Je vois. Et c'est vrai que toi, tes illustrations, elles sont très texturées. Du coup, sur les projets sur lesquels tu as été emmené à travailler avec un motion designer, comment vous avez géré cette partie texture, motif un petit peu? Oui, ça, c'est vraiment la grosse contrainte à chaque fois. C'est que je peux travailler exclusivement sur Illustrator, mais si on veut vraiment de la texture, pardon, je dois passer sur Photoshop. Donc là, en fait, cette contrainte, en fait, j'essaye de moi l'absorber et de créer un fichier PSD, en fait, en aplatissant texture plus éléments vectoriels et d'en faire un seul calque, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien, mais par exemple, de faire le bras, un seul calque et pas un calque vectoriel avec au-dessus plein de textures à gérer. Parce que je pense que pour une personne qui reprend mon fichier, c'est vraiment l'enfer. Donc j'essaye de faire ça, mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Bon, maintenant, il y a aussi des brushes avec, voilà, au fur et à mesure des projets, j'ai plusieurs brushes Illustrator, mais je trouve, enfin, quand après on a ses habitudes de travail, de texture sur Photoshop, forcément c'est plus simple. Donc ça, c'est quelque chose à prévoir. Mais si on veut beaucoup de texture, c'est au moins une demi-journée, voire une journée si l'illustration est très complexe ou s'il y a beaucoup de plans de préparation de fichiers. Ok, ah oui, carrément, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas étonnant au final. C'est vraiment une grosse partie, quoi, la préparation en général. Pour gagner du temps après, quoi, forcément. Ouais, exactement. Il y avait Camille Bondaz qui nous a du coup envoyé une question sur tes prospects. Enfin, comment toi tu prospectes? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que tu communiques beaucoup? Comment ça se passe la prospection de ton côté? Déjà, coucou Kaby. Alors, je prospecte, mais alors, j'envoie pas vraiment d'emails aux agences, etc. Mais par contre, j'essaye d'être le plus présente en ligne, en fait. Ok. Montrer mon travail le plus possible. Donc, je sais que c'est un peu contraignant, ça prend du temps, mais souvent, c'est comme ça que j'ai été contactée pour des projets. Plutôt sur Behance, Instagram, Twitter, non. Mais je suis quand même parce que on sait jamais. Alors LinkedIn aussi dernièrement. Ah ouais. Et Ok. oui, et Dribble aussi pas mal. Et ensuite j'imagine, alors souvent je me retrouve, je sais pas, peut-être sur Pinterest où on retrouve quelques illustrations qui circulent, mais en fait niveau prospection c'est plutôt comme ça que je fais, c'est d'essayer de poster le plus possible en fait, d'être présente. Alors je suis pas non plus très très assidue, mais d'essayer de poster au moins 1 à 2 fois par semaine, je trouve que c'est essentiel. Si je le fais pas, je sens bien que derrière il se passe plus grand chose. Ok. Donc et même des illustrations personnelles, ça m'a bien aidé pour trouver certains clients. Ouais. Ok. Ouais, ça rejoint un petit peu la question de Gilles Kergadalan, j'espère que je prononce bien, qui demande ouais si tu as beaucoup de contrats via Instagram ou les réseaux sociaux en général. T'arrives à te dire une proportion de contrats que tu as via les réseaux et via les agences ou autres? Ça, c'est difficile à dire parce que en plus des réseaux, j'ai aussi un agent qui est à Londres et qui démarche aussi du coup pour moi. Donc, mais j'ai quand même une grosse partie qui vient des réseaux. Ok. Puisqu'on me contacte souvent par mail ou sur Instagram même en ce moment. C'est vrai que là, depuis l'année dernière, j'ai eu beaucoup de messages via Instagram. Donc, et mon mail est présent sur tout, quoi, sur mon Instagram, sur mon Behance, et souvent je reçois, j'ai vu votre travail sur Behance, ou donc voilà, j'imagine que mon travail est vu si je poste régulièrement en tout cas. Et bouche à oreille, pas tellement, j'ai l'impression. C'est vraiment peu. Je dirais que c'est peut-être 5% de mon travail. Je ne sais pas pourquoi, c'est aussi quelque chose que je ne maîtrise pas trop pour démarcher. J'ai beaucoup de clients étrangers qui ne se connaissent pas les uns les autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose j'essaye de comprendre un peu cette dynamique que je maîtrise pas du tout. C'est un peu aussi angoissant parce qu'ils viennent comme ça, mais je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Comment, ouais. Donc je maîtrise pas, c'est un peu stressant, mais j'imagine que c'est beaucoup les réseaux en fait, parce que il n'y a pas d'autres moments où ils peuvent voir mon travail. Et mon agent, oui, forcément, il démarche des clients via leur réseau, via des rencontres aussi où ils présentent des portfolios.
Donc là, c'est aussi comme ça que j'ai quelques projets également. Ok, ça marche. Il n'y a pas trop de demandes. Est-ce que tu peux me faire un dessin pour mon petit frère? Ça arrive à être très sérieux en général, les demandes? Mais au début, j'en avais plus. Et là, moins, beaucoup moins. Et j'explique gentiment. Alors, je l'ai déjà fait, par exemple, imprimer une illustration, voilà, le faire exclusivement pour 2-3 personnes parce que c'est demandé vraiment hyper gentiment et que ça fait plaisir. Mais sinon, j'explique gentiment que je peux pas le faire parce que souvent les gens ils sont hyper gentils. Mais c'est vrai que travailler avec des particuliers, il y a pas forcément le même budget et les mêmes attentes et c'est hyper compliqué en fait. Donc je préfère ne pas trop m'y aventurer, sauf si je connais la personne évidemment. Mais généralement, je refuse gentiment. Ok. Ou je propose d'imprimer un print et par exemple, ils payent le prix de l'impression, le frais de port. Ça m'est arrivé quelques fois. C'était Ok, voilà. ok. Ça marche. Donc, ouais, tu confirmes qu'il faut être très présent socialement, enfin, sur les réseaux pour que ça ait un impact positif après sur les contrats, quoi. Ça m'a quand même bien aidé à démarcher au final. Mhm. Donc moi je conseille vraiment. Après il y a des gens qui sont très très intensifs et vraiment bravo. J'adorerais pouvoir être dans ce mood-là. Et je vois bien que ça marche aussi très bien, mais c'est vrai que c'est très chronophage. Mais il faut quand même se faire un peu violence et y aller parce que maintenant ça marche aussi comme ça. Par exemple, c'est bien d'avoir un site. Mais par exemple, toi, t'as été combien de fois sur un site là ces 2 dernières semaines? Ouais, Voilà. j'avoue. Donc c'est très bien, je pense, mais pour accrocher des nouveaux clients, il faut plus que son site internet. Là, faut aller avec les codes qui marchent maintenant, quoi. Tous les réseaux, même TikTok, par exemple, j'y suis pas. Je pense que c'est un peu une erreur de ma part. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais faut. Je pense qu'au moins 1 ou 2 fois par semaine, poster quelque chose, en fait, Ouais, ok. pour se dire on est présent. Et puis, par exemple, Instagram, ça reste quand même une appli qui veut nous forcer à y rester, quoi, pour gagner de l'argent. Donc faut suivre aussi les codes. Il y a des fois où on va être caché ou pas, mais il faut continuer à poster, à s'en servir pour qu'on soit aussi visible régulièrement, parce que ça marche aussi comme ça. Ouais. Ok, ok. Camille qui demande aussi où tu puises ton inspiration. Ah ah. C'est pas facile comme question. Avant, j'allais beaucoup sur Pinterest. J'y vais plus trop parce que pour le syndrome de l'imposteur, c'est un peu dur de voir que des choses magnifiques. On se dit oh là là, je suis tellement nulle, c'est horrible. Donc là, j'arrête un peu Pinterest. Et souvent, maintenant, c'est plutôt Instagram où j'aime bien me laisser un peu, voilà, scroller. Mhm. Et sinon, bon, là, c'est plus trop possible, mais j'adore aller faire les expos, les petites galeries. Ok, ouais. Enfin, j'adore rencontrer les gens, voir leur travail. C'est vraiment mon petit plaisir. Ok. Donc c'est souvent ça. Après ouais, Pinterest, c'est vrai que ça reste. Si vraiment je veux voir plein de choses nouvelles en peu de temps, c'est là où je vais. Mm. D'accord. Ok. Et la dernière question de Camille qui demande si tu as du coup une préférence entre l'édition, le packaging ou le web. Euh, alors pas du tout parce que je m'ennuie assez vite. Donc en fait, je suis ravie de faire plein de projets différents. Enfin, j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire un peu des trois à chaque fois et que ça revienne. Voilà, souvent des projets différents avec des clients aussi complètement différents. Mais je crois que je pourrais vraiment pas choisir. Il n'y a pas un médium qui sort du lot. Non, je les aime vraiment tous, quoi. Enfin, je pense que je serais très malheureuse de faire que de l'édition ou que du pack en permanence. Ok. Puisque justement, quand on finit quelque chose de très intense, par exemple en pack, c'est un plaisir de faire un peu d'édition. Et si je fais un mois d'édition, j'en peux plus. J'ai envie il y a un nouveau projet en web ou faire des pictos ou quoi. Et juste, enfin, Ok, donc ok. ça dépend des périodes. Vraiment, je pense que ce que je préfère, c'est quand les projets sont différents, en fait. Ok, ça marche. Mm. Et il y aurait un médium que tu aimerais explorer? J'adorerais faire une grande fresque Ouais, à ok. la ouais, ou la peinture. J'adorerais ça. Je voulais essayer, mais il y a eu le confinement.
Le fameux, ouais. Voilà, donc ça j'adorerais le faire, donc j'espère que cette année je pourrai me dégager un peu de temps pour le faire, et voilà, si jamais quelqu'un a envie que je fasse une fresque quelque part, envoyez-moi un message. Voilà, L'appel est lancé. Exactement. T'as déjà pu t'exercer à la bombe? T'en as déjà fait un petit peu? Un petit peu, mais il y a tellement longtemps que je vais pas revendiquer ça du tout. Okay. Donc c'est vraiment débutant. Ok, ça marche. Et par exemple, notre dernier invité sur le podcast, c'était Aurélien Janet, qui lui, on avait beaucoup parlé de son livre. Est-ce que le livre, ça pourrait t'intéresser de faire des illustrations pour un livre ou des choses comme ça? On me l'a souvent proposé et j'ai jamais accepté encore parce que souvent les projets sont extrêmement longs et c'est vraiment des mois. D'ailleurs, j'adore son livre, je l'ai acheté à la sortie, il est excellent. Ah yes. Et j'adore le résultat, c'est magnifique, mais vraiment je me sens pas capable de rester des mois sur le même projet. Ok. Ça m'angoisse même un peu rien que d'y penser. J'adorerais faire ça, mais rester 6 mois, 1 an sur le même projet, je suis pas certaine en fait d'avoir assez de motivation et d'intérêt pour le projet. Enfin pour mon projet, hein. Je parle pas des projets qu'on m'a déjà proposés parce que la plupart ils étaient super. Mais c'est aussi un budget différent, des choix à faire, peut-être écarter d'autres clients. Et je me sentais pas encore au moment où je me dis ok là j'ai assez de temps pour me poser et mettre mon esprit juste sur ce projet pendant plusieurs mois. Ok. Voilà. Mais peut-être, je sais pas. J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai encore besoin d'essayer plein de nouvelles choses pour me poser plusieurs mois sur un sujet unique. Ok, ça marche. C'est legit, hein, clairement. Est-ce que tu arrives encore à te dégager un peu de temps pour faire des illustrations un peu plus personnelles? C'est un thème qu'on aborde assez souvent, mais qui je trouvais assez intéressant. C'est pas facile, déjà parce qu'il faut dire non à certains clients et c'est pas évident. J'ai beaucoup de mal à le faire, donc souvent je travaille vraiment beaucoup la semaine. Même si faire des illustrations perso, vraiment c'est hyper important. Ça m'a ramené beaucoup de clients en fait, bizarrement. Plus mes projets perso que mes projets pro souvent. C'est un ami, c'est Atomike Mike Stefanini qui m'a conseillé ça et ça marche hyper bien. Donc de faire du perso et des choses que j'ai pas dans mon book mais que j'adorerais faire. Et par exemple, je faisais pas du tout de personnage et donc il m'a conseillé de lui mettre. Donc je le remercie encore parce que ça m'a permis d'avoir un super client l'année dernière. Donc cool. Ils ont vu cette illu perso sur mon Instagram et ils m'ont dit c'est ça qu'on veut. Je dis mais c'est fou. Donc c'était génial et donc c'est important mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne plus le temps en fait de me poser, d'en faire un peu plus en fait. Ça permet aussi de se poser, de voir ce qu'on aimerait faire et puis aussi pas rester à faire la même chose encore et encore parce que quand on enchaîne beaucoup, j'ai un peu l'impression parfois de devenir une imprimante, de me dire je veux une illustration ça et puis après on a plein d'habitudes, bonnes ou mauvaises, mais toute la structure, la composition, on fait la même chose. Parfois de se poser, de se dire non mais ça je vais peut-être arrêter de faire la même chose, arrêter de faire du foot par exemple, pendant 2 ans j'ai fait que ça, bon qu'est-ce que je veux faire d'autre, de se poser, donc ça nécessite un peu de temps et de faire des illus perso, explorer d'autres choses, aussi pouvoir se tromper sans qu'un client nous mette la pression derrière parce que évidemment il veut que son projet soit terminé, que c'est pas du tout le moment d'expérimenter et voilà, et après de se développer, parce que je pense que si on n'apprend plus rien ou si on change rien et on n'évolue pas, c'est un peu monotone, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, ça t'a vraiment permis de sortir un peu de ta zone de confort, pour le coup, à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'était pas simple, hein. Surtout que j'ai fait vraiment peut-être, 50 ou 60 personnages après ça, pour ce client, mais c'était hyper chouette. C'était des super clients. Il me manque un peu. Le deuxième appel est lancé. Voilà. Ils se reconnaîtront. Oui, non, mais on peut le dire, c'était Kiehl's. C'est une marque de cosmétiques
Et j'ai fait leur collection de Noël là pour 2020 et c'était vraiment super. Beaucoup de travail, mais c'était génial. Ok. Ah oui, donc c'est tout récent. Oui, il vient de sortir là, là, je crois que ça vient de se terminer même. Ok, cool. Voilà. Stylé. Il y a quelque chose d'autre que tu aimerais expérimenter niveau graphique dans tes illustrations? J'aimerais bien faire peut-être d'autres couleurs. C'est vraiment difficile la couleur, je trouve, à maîtriser. Ça, c'est un peu le point faible que j'aimerais essayer, voilà, de pas être tout le temps dans la facilité et d'utiliser les mêmes couleurs, les mêmes patterns. Donc ça, c'est dans les prochaines expérimentations. Ok. Ah, pour le coup, ouais, très différent de ce qu'a pu dire Aurélien sur l'épisode précédent, lui qui aimait bien toujours pas se cantonner à une même palette, mais en tout cas partir sur cette base-là. Ok, c'est intéressant. Donc changer un peu de thème dans les couleurs, quoi. Ouais. Bah, j'adore son style. C'est marrant parce que je me dis pas, tiens, il faudrait qu'il change de palette, justement. J'aime bien que ce soit sa même palette. Je trouve que ça fait partie aussi intégrante de son style. Mais alors, je saurais pas te dire pourquoi j'ai envie de changer. Je pense que c'est vraiment la routine. La routine me fait un angoisse et faut changer. Faut changer. Exactement. Quand tu passes à la couleur, justement, toi, tu y vas direct ou tu passes d'abord par des nuances de gris pour avoir un peu les contrastes? Comment tu abordes ça? Non, alors souvent, pas trop de nuances de gris, parce que ça m'aide pas trop pour après. Alors si, peut-être un peu pour le contraste, mais souvent, en fait, je prends en photo avec... c'est Adobe, c'est Capture, en fait. Quand on prend des photos, ça fait des petites palettes. Ah Et oui. voilà, et de temps en temps, j'utilise ça, et ça me fait une sorte de palette de base un peu contrastée, que j'utilise. C'est jamais les couleurs que je vais garder au final, en fait. Je change tout le temps ma palette et je fais plein de petits essais, de petits croquis, de petits essais. Et ensuite, généralement, si j'ai le temps, j'essaye d'y revenir le lendemain matin et je choisis tout de suite. Parce que sinon, j'y passe 2 jours à chercher des couleurs. Mais c'est vraiment pas facile, je trouve. Il y a des gens qui sont extrêmement doués pour ça. Je sais pas, il y a une sorte de fluidité dans le choix de couleurs. Moi, c'est un peu plus douloureux quand même. Voilà. Est-ce que tu peux nous teaser un peu tes projets à venir? Est-ce que tu peux en parler? Ou c'est compliqué? Alors, là, j'ai pas le droit de le dire. Ouais. Un qui est chouette, mais j'ai pas le droit de le dire. Ça fait hyper snob. Je suis désolée, mais non, vraiment pas le droit. Si, un que je peux dire, c'est un projet qui était très chouette à faire, un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est des timbres pour la poste anglaise de Royal Mail. Ah ouais, cool. Voilà, donc moi c'est drôle parce que je pensais, je sais pas, quand on m'a dit ça, j'allais faire des corgis et la reine d'Angleterre. Pas du tout. Je fais des poissons de la Manche avec des crevettes et du krill, donc rien à voir. Ah yes. J'étais un peu déçue, j'avoue, au début, mais en fait c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup appris je crois que ça va sortir là. Là, c'est en cours d'impression, je pense. Okay. Donc voilà, ça c'est le projet, le prochain projet qui va sortir. Ok, j'espère qu'ils vont t'envoyer une petite plaquette de timbre. Oui, non mais ils sont hyper sympas, vraiment super cool. Voilà. Et sinon, si, on a un projet, mais alors il y a pas mal d'illustrateurs aussi qui sont dessus, mais je trouvais ça assez fou. C'est ce projet là pour Space Toucan avec la NASA où ils envoient 100 illustrations dans l'espace. Ah et ouais. Ensuite, ils reviennent. Donc ces illustrations reviennent et ce sera exposé et ou vendu à Paris lors d'une exposition. Ok, ah ouais. Voilà, le projet le plus fou, je pense, de ces derniers mois. Space Toucan, c'est ça? Space Toucan, ouais, exactement. Okay. Il manquait plus que ça, des œuvres dans l'espace, quoi. Incroyable, hein? Non, mais ça tue. C'est drôle, hein? C'est trop drôle. Moi, j'ai dit oui, jamais je pense que j'aurai une autre opportunité de faire ça. C'est clair. C'est drôle. Ouais, c'est marrant. Est-ce que y a un autre projet vidéo qui se profile dans les prochains mois, prochaines semaines? Alors, pour l'instant, non. Mais j'aimerais bien. Là, j'ai juste travaillé avec 2 copains de Super Studio, ils s'appellent. Florent et Émile, et en fait eux ils ont filmé, on a fait un projet pour Huawei, donc ils m'ont filmé en train d'expliquer le travail.
Donc ça, j'ai bien aimé, même si c'est hyper stressant d'être un peu face caméra. J'avoue que c'est pas trop mon truc. Et sinon, en motion, j'aimerais bien travailler avec un motion designer qui est dans mon coworking. C'est Valentin Nouvel de New. Yes. N-I-U. Ouais. Voilà. On adorait, ça fait 1 an on veut faire ce projet, mais voilà, il y a eu confinement, etc. Donc ça a un peu ralenti le process, mais on aimerait vraiment travailler ensemble sur un projet. On a une idée et on va la garder pour nous pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore très sûr, donc je vais pas teaser pour rien, mais voilà, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, ouais. Ok, donc là, ce serait un projet perso pour le coup. Perso, ouais. Initié par vous deux, quoi. Ouais. Exactement. Yes. Niu, ouais, qu'on aimerait bien peut-être recevoir sur le podcast un jour, qui sait. Ça peut être cool. Et oui. D'ailleurs, est-ce que toi, tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Ah bah, Valentin, j'aimerais bien. Hein. Il a là, en plus, il bosse sur des super projets, donc j'aime bien sa manière de travailler aussi. Bah, après, il y a aussi Basil Krasnopolski, dont je te parlais tout à l'heure. Il est vraiment très fort. À apprendre de nouvelles choses et faire des vidéos incroyables, bon comme ça, pour le plaisir, je trouve ça complètement fou. Oui, un des deux, ce serait vraiment chouette. Ok. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre qui t'a marqué récemment ou à tes débuts, qui t'a donné envie de faire ce que tu fais C'est plutôt, là je pense tout de suite, c'est à mes débuts. Et bon, faut pas se moquer, mais c'est vrai, c'est vrai de vrai. Quand j'étais petite, je pensais qu'il y avait vraiment 10 mecs qui faisaient de la BD, c'était un cercle hyper fermé, et que je sais pas pourquoi personne d'autre pouvait faire ça. Et quand j'ai eu Internet, je suis née en 86, on se moque pas, il y a eu toute cette époque des blogs BD, et moi ça a été genre ma révélation. Je me suis dit, ah ouais, mais en vrai, tout le monde peut dessiner, même si on dessine un peu comme une patate, il y a pas de problème. Et là, je me suis dit, ok, moi aussi, j'ai envie de faire ça, parce que je dessinais depuis à peu près toujours. Mais je m'étais jamais dit, on peut en faire quelque chose, on peut en faire un métier, et encore moins, je peux le montrer à quelqu'un. Donc, il y a eu tout ça. Les blogs BD, ça a été vraiment une sorte de déclic. Et après, moi, il y avait toutes mes inspi que j'ai découvert via Internet. Il y avait quoi? Il y avait Ilk, il y avait Tirsa, 123 clans, il y avait Run avec le Moutafoukaz aussi en BD qui était génial. Il y avait plein d'artistes comme ça que je pouvais découvrir. Il y avait Jessica Ish, il y avait le studio Mouti, mais je crois que c'était un peu plus tard. Et il y avait Niark aussi. Enfin, c'était vraiment pour moi un vivier incroyable en fait. Parce que j'étais en plein dans mes études après quand j'ai découvert tous ces gens. Il y avait les gens spéciales aussi. Enfin, c'était génial. Donc ouais, ça vraiment pour moi, c'est merci Internet. Merci Internet, ouais, grave. Pour peu qu'on soit un petit peu curieux quand on est petit, il y avait absolument tout à portée de main, c'était génial. Mais ouais, c'est clair. Ça a quand même bien changé nos vies, cette affaire-là. Et oui. Incroyable. Et ton dernier like Insta, si c'est pas un compte perso, mon dernier like, je pense que c'est... alors, je crois qu'elle est orléanaise, et c'est Dalcafine. Ok. J'espère que je le dis bien. Et son travail est juste fou. Enfin, moi, ça m'a beaucoup inspirée. Elle a fait des live shows pour Pharrell Williams. Et ensuite, je crois qu'elle a fait une collection... alors, je connais pas vraiment bien son CV. Je l'ai vu sur Instagram. Et elle faisait de la peinture sur des plaques en bois avec des pompons. Et en même temps, elle faisait une sorte de vidging. Enfin, j'ai adoré. Ça m'a beaucoup inspirée. Donc ouais, gros coup de cœur sur cet artiste sur Instagram. Ok, Dalcafine, tu dis. Dalcafine, ouais. Ça marche, cool. Ah, merci pour ce partage. On va voir ça. Rien. Et du coup, la question. Ton apéro favori. L'apéro Maïté Franchi. Qu'est-ce que c'est? Attention, c'est Maïté Franchi. Oh merde. Non mais ça me fait vraiment rire parce qu'il y a vraiment toutes les prononciations sur mon nom de famille et j'adore. Non mais il y a pas de problème. J'ai aussi du Met Franchi, c'est très cool. Ah oui, pas mal. Et comme j'ai beaucoup de clients étrangers, vraiment à chaque visio, j'ai toujours cette question, comment se prononce ton prénom? Et j'adore, en fait, j'adore ça, c'est vraiment la petite question que j'attends, que j'ai toujours.
Donc c'est Francky comme du Chianti, par exemple. Ah oui, bah oui, Voilà. tout à fait. Mais il y a pas de problème. Alors mon apéro préféré, et bah du coup c'est un apéro italien parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. C'est vraiment le basique. Mais moi c'est martini blanc. C'est même pas mon préféré en goût, mais c'est celui qui m'évoque le plus de souvenirs, de bonnes soirées. Voilà. Ok, cool. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir libéré du temps pour qu'on ait cet échange là. C'était super cool. Bah merci beaucoup de m'avoir invité. Yes. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Sur Instagram, Maïté_Francky. Sinon, pareil, sur Twitter, Facebook, peu. Plutôt sur Instagram, si vous voulez m'envoyer un message, là, je suis sûre de vous répondre. Ok. Voilà. Cool. Bah écoute, merci beaucoup. Et vraiment, comme je dis à tous nos invités, si t'es de passage sur Strasbourg, c'est vraiment avec grand plaisir qu'avec l'asso, on t'accueillera une fois, même pour boire juste un verre ou quoi, quand on pourra de nouveau, si on pourra de nouveau. Eh ben, avec grand plaisir, c'est vraiment gentil. J'oublierai pas parce que je dois aller vers Strasbourg dans pas longtemps, donc ah yes, voilà. Cool, ça marche. Bah écoute, à très bientôt, salut. Merci beaucoup, à bientôt, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invitée de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook @ApéroMotionDesign, sur Instagram @ApéroMotionDesign et sur Twitter @ApéroMotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!